Merci Marie-Jean. Jérémy et Marie-Jean nous permettent de poursuivre sur les questions qui ont déjà été lancées ce matin. Et vont bien sûr, on a franchi un pas sur les questions de l'amour. On a repris aussi la question de la psychanalyse au chef de la politique. Je pense que là, on va avoir beaucoup de matière à débattre. Alors, je vous propose tout de suite de m'indiquer vos questions pour qu'on puisse y répondre, que les deux intervenants y répondent. Je vous remercie pour vos interventions parce que je suis un petit peu rassurée. Il y a des choses qui m'avaient inquiétée ce matin. Vous situez effectivement ce qu'il en est l'un et l'autre du positionnement du psychanalyste et le savoir. On en avait parlé ce matin, mais il y avait des petites choses qui me restaient en suspens. Et en plus, je suis très rassurée par la question de pouvoir être intéressée aux politiques. Parce que je me demande bien ce que je fais aujourd'hui, après 35 années, à traîner comme délégué interassociatif, secrétaire, etc. Et de m'intéresser à des questions politiques, effectivement, de défendre l'analyse laïque, des choses comme ça. J'ai été très intéressée par l'entrée du réel, ce qu'il en est. Du positionnement, je ne peux pas développer. Est-ce que vous avez développé comment ça croise le réel, le psychanalyste, toutes ces choses-là? Je suis désolée, il faut que je prenne des cours de chant pour placer ma voix. Et pour l'instant, je ne suis pas intéressée au chant. J'ai une voix qui est très très mal placée. Donc le réel dans nos travaux ou l'actualité, ça va mieux. L'actualité, la contemporanéité de la psychanalyse, pour moi, c'est aussi quelque chose de très important. Voilà. Dominique Simonet, je voulais remercier Jérémy Salvadero pour son exposé et reprendre un court instant la question justement de ces années d'or que j'ai vécues. Et la question de... On ne demande plus une analyse, mais c'est vrai, on demande, c'est beaucoup plus rare que quelqu'un arrive, toc toc, ou allô, je voudrais faire une psychanalyse. Mais ces années 70 étaient d'une part évidemment marquées du sceau de l'enseignement de Lacan, mais la psychanalyse baignait dans l'idéalisme. Mais absolument, je veux dire, elle était partout. À l'internat à Sainte-Anne, celui qui n'était pas psychanalyste, c'était considéré comme le benet service. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Bon. Et ça baignait dans l'idéalisme. Donc, on demandait une psychanalyse, mais on demandait aussi une chose qu'on peut demander aujourd'hui, je ne sais quoi, moi, le mariage pour tous, disons, ou d'autres revendications. C'était quelque chose qui était du côté de l'idéal. J'en reparlerai tout à l'heure dans la table ronde de cette question de justement ces entrées en analyse comme ça qui se faisaient presque automatiquement, puisque ça concerne justement les entretiens préliminaires. Mais il faut bien voir quand même cette notion d'idéalisme qui était... Donc on demandait le Graal, on demandait le Graal. Bon, la fonction de la féministe, c'est de nous faire déchanter. Et là, ça n'a pas si mal marché. Encore que, parce que l'école de la cause, c'est pas vraiment un désenchantement. Bon, on va faire.
D'autres questions là ou... Ben alors. Bonjour. Il faut dire le nom, hein. Slauka Balat. Je voudrais demander à Jérémy Salvadero, est-ce que vous pourriez préciser, alors ce que moi j'ai noté comme une des dernières de vos phrases, alors je ne sais pas si je l'ai bien attrapée, mais dans tous les cas je n'arrive pas à la saisir. Il s'agissait de réintroduire le père réel dans la considération politique des psychanalystes. Est-ce que vous pourriez préciser ça ? Oui, c'est une formule qui m'est venue à la fin de cette réflexion sur finalement comment dans une cure quelque chose se modifie quant au parti pris pour le nom du Père. Et comme j'avais un certain nombre de réflexions comme ça sur le politique et la place publique, et surtout sur l'incidence pour les analystes des théories du déclin, qui me semblait relever de cette question nostalgique. Et cette formule m'est venue, elle m'est assez énigmatique, parce que d'une certaine manière, je ne suis pas sûr que ça puisse être réintroduit de l'extérieur de la cure de chacun. C'est ça qui est un peu particulier, c'est ça qui me semble aussi assez particulier, mais pouvoir aussi du coup tenir compte du comptage des sujets, du comptage des analystes, parce que ce qui me dérange beaucoup, finalement, c'est un versant de psychopathologie généralisante ou qui viserait à qualifier les sujets pris en masse. Marie-Jean a souligné la question des borderlines, par exemple, les psychanalystes seraient arrivés à nommer les borderlines. Je ne sais pas si c'est arrivé à nommer ou si on a inventé une construction clinique faute d'avoir des critères rigoureux. Bon, c'était une manière de réintroduire aussi l'écart entre il y a de l'analyste chez un analyste quelconque, la fonction d'analyste et bon. Donc elle est équivoque cette formulation, et je la laisse très ouverte. Je n'ai pas répondu à la question que je me pose là parce que je ne sais pas si ça peut être réintroduit dans la considération politique des psychanalystes, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais si j'avais une réponse, elle serait plus claire. Oui, c'est à moi. Bon, c'est Dimitri Sakellariou, toujours. Alors, lors d'une journée que nous avions fait à Athènes sur l'entrée en analyse, j'avais intitulé mon intervention l'entrée en analyse, c'est un signe qu'on change de discours. Ça tombe bien quand même que, Marie-Jean, tu as amené la question de l'amour, parce que quand même, Lacan dit que l'amour, c'est un signe de changement de discours. Alors, est-ce que on peut articuler ces deux, puisque j'attendais que tu parles de l'entrée en analyse. Est-ce que tu peux dire si tu penses quelque chose de cette articulation ? Oui, et puis après. Oui, par rapport à la question du politique, dans la mesure où le discours analytique et le désir de l'analyste vient faire obstacle au discours capitaliste, en tout cas tente de laisser une place au par-l'être, est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui qui consisterait à ce que le discours analytique soit indirectement instrumentalisé par le système ultracapitaliste libéral? Alors ça, c'est la première position, la première question que je soulève, mais inversement, est-ce que une cure analytique aujourd'hui ne confronte pas le par-l'être à une prise de conscience politique? Voilà. Et puis, encore une question. Alors, il y en a une là, après, et puis après, on fera une...
Oui. Oui, donc c'est plus peut-être une remarque qu'une question, mais c'est à partir de ce que tu disais, Jérémy Salvadero, sur une citation de Lacan. Donc une pratique sans valeur, voilà ce qu'il faudrait instituer ou quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas quel était le contexte autour de cette citation. Oui, plus fort. Oui. Donc c'est par rapport à la citation, une pratique sans valeur, voilà ce qu'il faudrait instituer ou quelque chose comme ça. Que tu as mentionné de Lacan. Je ne sais pas quel est le contexte, mais ça m'a fait venir une idée, disons. Est-ce qu'il s'agit d'une pratique sans valeur d'échange? Est-ce que c'est dans ce contexte-là qu'il en parle, puisqu'il parle d'économie à ce moment-là, je crois, enfin, tel que tu l'as dit. Mais tu as parlé d'économie et des valeurs, que l'économie crée de la valeur. L'économie fonde la valeur. Il dit l'économie fonde la valeur. Mais j'ai pas extirper toute la séquence parce qu'en effet ce serait à travailler en particulier, mais il me semble qu'il y avait quelque chose sur justement la question de la valeur, la question de la parole et la question justement du trait d'esprit, parce que le trait d'esprit c'est quand même aussi, me semble, une manière d'évaluer la jouissance, quelque chose comme ça dans la modalité de parole, mais ça demanderait une plus grande... Mais il me semble que dans la pratique analytique et sur le régime de parole peut-être qui est en jeu, et dont le trait d'esprit est un des points forts, enfin parmi les formations de l'inconscient, il y a quelque chose qui permet de modifier la valeur de jouissance des paroles finalement, et de ce que ça fait à l'un ou à l'autre, enfin, puisque ça met en jeu la troisième personne aussi, la question du trait d'esprit. Bon, ce serait articulé en tant que tel, mais c'est articulé dans ce contexte-là, et il me semble que ça indique bien aussi la place vide de l'autre, en fait, sur le trait d'esprit par exemple, sur la place de la dite personne. Bon, alors, je te dis ce que ça m'avait évoqué peut-être. Donc, ça m'a évoqué la question de la valeur d'échange, et une pratique sans valeur d'échange en fait, sans équivalent, disons. Et donc ça a résonné avec ce que Marie-Jean Soré disait de ne pas être un objet sur le marché des psychothérapies. Et ça m'a rappelé un souvenir d'un monsieur qui a voulu me donner un pourboire une fois. En disant je suis satisfait de la prestation, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a eu une difficulté pour moi à penser ce qui était en train d'arriver. C'était bien surpris. Et à pouvoir bien, comprendre. Donc j'ai refusé, mais comprendre pourquoi. Et cette citation, c'est qu'il n'y a pas de valeur d'échange, donc il ne peut pas y avoir de pourboire, puisqu'il n'y a pas, le paiement n'est pas pris dans un équivalent comme ça de valeur d'échange. Enfin voilà ce qui m'était venu, mais qui n'est peut-être pas en lien finalement avec cette citation. C'est un pourboire ou juste l'augmentation du prix de la séance? Non, c'était présenté comme un pourboire. Bon, c'est lié à des questions... Oui, c'est lié à d'autres questions que je ne vais pas développer, mais c'était présenté comme un supplément, comme on donne un pourboire quand on est content d'une prestation. Donc voilà. Alors on prend encore une question et puis après vous répondrez. Oui. Alors, juste une dernière question. Voilà. Alors, ça sera juste une petite remarque. C'est-à-dire que moi, de cette journée, je pensais qu'on allait parler, ce qui est très intéressant, ce qui a été dit, mais un petit peu plus de clinique par rapport à ce qui peut se produire lors d'une entrée en analyse et ce qu'il peut en être à la sortie. Alors, je ne sais pas si je vais être claire. Vous avez évoqué à un moment, vous parliez du style. Du style comme quelque chose qui émerge à un moment, à un moment de l'analyse. Et quelque chose qui dit, ou peut-être le sujet, à ce moment-là, lorsqu'il trouve son style, n'est plus aliénable, quel que soit le discours. Alors, si vous pouviez revenir sur cette question du style et du rapport au savoir en fin d'analyse, il y a quelque chose qui bouge de ce côté-là. Voilà. Comment vous nouez
la question du style et la question d'un changement du rapport au savoir que l'on peut avoir au début et à la fin d'une analyse. D'une certaine façon, la réponse, vous l'aurez dans la séquence prochaine. Je peux parler de style. Non. Parce que la dernière séquence traitera de l'entrée vue de la fin. Et donc, je crois qu'elle devrait répondre précisément à vos préoccupations. J'ajouterais, peut-être qu'on va arrêter une série de questions, mais on va peut-être finir avec cette première série de questions. Il y a d'autres mains, mais on prendra d'autres questions après, non? Peut-être. Non, mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'en dit la présidente? On répond d'abord et on prend une autre série de questions? Oui. Alors, je vais transgresser de suite, parce qu'il y a des rapprochements dans le fil de ce que disait Dimitris, c'est-à-dire de rapprocher des citations de Lacan. Je vais très vite. Au début est le transfert, ça c'est dans la proposition de 67, d'une part. Et puis, le discours du capitaliste met de côté les choses de l'amour. Voilà, comment ça peut être pris. Bon, tu en as un peu parlé, mais peut-être... Je garde ça. Bon, je commence alors moi. C'est terrible parce que je pensais avoir répondu à cette question. Bon. Mais je vais y revenir. J'ai un truc que j'ai sur l'estomac, il faut que je le dise parce que ça me parasite. J'ai dit une phrase malheureuse en évoquant la demande de guérison qui peut être de ceci, de cela. J'ai dit on s'en fout. Non, mais on s'en fout au sens, enlever ça au sens de, on va pas faire une nomenclature du type de demande qui vient ou du type de demande qui conviendrait pas. On va pas faire des indications, etc. C'est ce que je voulais dire. On s'en fout pas du tout. Bon. Alors, sur l'amour, changement de discours. Mais oui, mais je pense, moi je suis d'accord avec ça, ce que dit Dimitri. C'était ça un petit peu le sens de ma remarque de la fin, sur le fait que Lacan fasse de l'amour un signe, quelque part, du réel. Un signe, comme... je me rappelle plus très bien le passage, je pourrais le retrouver parce qu'il me semble que j'ai repéré la façon dont il l'articulait. Et que donc il y ait à chaque changement de discours, d'ailleurs il cite ce poème Un nouvel amour, la tête se retourne, un nouvel amour, c'est une des premières occurrences chez Lacan de cette histoire de nouvel amour qui est concomitant avec le fait que si on change de discours, c'est que le sujet doit bien se heurter à un réel intraitable dans le discours dans lequel il est. Donc on imagine qu'à chaque fois le réel vient en position d'agent. Mais il y a l'amour. Or, il y a cette ambiguïté de l'amour qui est d'être un signe du réel, mais d'être aussi un court-circuit entre le symbolique. Enfin, c'est un peu compliqué, mais peut-être au moins ça formule la question. Tu dis au commencement, et alors c'est vrai que s'il y a forclusion des choses de l'amour, ben, j'ai essayé de le dire, une conception d'un savoir. Écoutez, moi je ne sais pas, si vous avez affaire à des décrocheurs scolaires, à tous les symptômes des rapports au savoir, vous voyez quand même que ce qui est assez frappant, c'est de voir comment les gamins peuvent être confrontés à des savoirs centraux, qui sont des savoirs faits en termes de compétences, d'informations, d'éléments techniques, qu'il faut apprendre tout ça par cœur, et que il n'y a pas la place pour que le sujet s'y loge, et qu'il pense avec son rapport au monde. Donc d'un certain point de vue, ça ne les intéresse plus. Bon, je pourrais vous parler d'Hikikomori par exemple au Japon, puisque ça prend l'allure d'une épidémie sociale, c'est-à-dire de gens qui vont dans le monde capitaliste le plus terrible, en sortant de la famille dans laquelle perdure un discours du maître très classique avec une langue qui dise les places à chacun. Ils vont dehors. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à s'y loger et ils reviennent chez eux, mais ils ont bien conscience que chez eux, pour le coup, ils ne peuvent pas rester sous la coupe de papa et maman. Alors ils s'enferment dans leur chambre, dans une sorte d'exclusion interne, et on a des positions subjectives assez terribles qui mettent des années à se dégager, mais quand ils arrivent à faire quelque chose
du savoir pour penser leur rapport au monde, ne serait-ce qu'en devenant des spécialistes, des hikikomori qui vont faire des conférences sur ce qu'ils ont vécu, etc. Ben oui, ça existe. Donc je ne sais pas si ça répond absolument, mais dont je suis sûr, c'est que cette histoire de l'amour et de son rapport au discours capitaliste est une question pour moi essentielle, puisqu'elle conditionne en même temps la possibilité de la psychanalyse. Le discours analytique fait obstacle au discours capitaliste? Alors oui et non. Oui et non, parce que la thèse de Lacan, c'est pas exactement celle-là. Elle est que le discours analytique, c'est le retour. Avec lui, la castration fait son entrée dans le réel parce qu'elle est rejetée par le discours capitaliste. Autrement dit, c'est presque comme si ce discours, et d'ailleurs il le dit dans la conférence de Milan, pouvait se mettre au service du discours. Mais au service, ça ne veut pas dire instrumenté. Bon, moi je l'entends à minima ici, pour l'instant, ce qu'il faut inventer pour pouvoir respirer. Il dit ailleurs que c'est le poumon artificiel, etc. Alors, est-ce que le discours analytique peut être instrumentalisé? Mais absolument, mais sauf que je ne crois plus qu'on puisse parler de psychanalyse. Bon. Donc, je ne vais pas trop développer ça. Freud dit oui et dit non à la fois. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une thèse de quelqu'un qui s'appelait Mordier, qui avait écrit un ouvrage sur les débuts de la psychanalyse en France, dans lequel il faisait remarquer, ce que tout le monde sait, que ces ouvrages ont été traduits en dépit du bon sens, et que néanmoins, la psychanalyse ne s'est pas laissée falsifier. C'est-à-dire elle s'est transmise malgré ça. Donc il y a quelque chose introduit par le discours analytique qui ne se laisse pas falsifier. Ceci dit, il dit aussi que la sublimation pourrait venir à bout du réel. Il suffit de lire la fin de l'avenir d'une illusion, ou bien, et de mettre ça en parallèle, par exemple, avec les fantasmes transhumants aujourd'hui qui pensent que la nouvelle génération de l'humanité, c'est quand nous céderons la place à des machines. C'est le triomphe de la pulsion de mort. Je veux dire, c'est pas peine de développer ça trop. Une cure confronte-t-elle le par-l'être à prendre? Oui, mais vraisemblablement. Mais moi, je me rappelle de quelqu'un qui est assez proche de moi qui me disait, mais je ne comprends pas que les gens qui rentrent en analyse ne sortent pas de gauche. Ça nous aiderait dans la période actuelle. Ça nous aiderait. Écoutez, le problème, c'est que ça leur rend la responsabilité de leur position, y compris, ils doivent assumer la responsabilité de leurs rêves et de ce truc qui parle en eux, le fameux tu l'as dit de ce matin. Mais la psychanalyse ne leur dicte pas, ne peut pas leur dicter ce qu'ils vont en faire. Mais peut-être que ça crée les conditions, ça crée des sujets, enfin les conditions pour qu'on puisse travailler à une modalité associative avec laquelle on puisse faire confiance à l'autre, vivre avec l'autre, y compris quand il ne pense pas comme nous. Parce que quand même, quand on voit que la politique a l'air quelquefois de se dessiner entre ceux avec qui on peut discuter et ceux avec qui on ne peut pas, qu'il faudrait exclure, mais le monde n'est pas foutu comme ça. Y compris dans la PGL. C'est pour ça. Ah oui, et je trouve que le pratique sans valeur, là, c'est extraordinaire pour moi. Ça répond bien à la question d'avoir souligné ça, d'introduire une pratique sans valeur, là où le libéralisme essaye de ne penser nos relations qu'en termes d'échange de valeurs. Donc on voit bien en quoi ça rend les choses viables. Oui, je sais plus si je voulais reprendre ce que vous disiez sur l'instrumentalisation du discours analytique par le discours capitaliste. Alors, il me semble que c'est aussi ce que j'ai essayé de traiter, que pour qu'il y ait instrumentalisation, il faut qu'on se laisse instrumentaliser. C'est dialectique. C'est quand même centralement ce que j'ai essayé de souligner, c'est qu'à force de se penser victime de je ne sais quoi, on pense plus tout à fait ce qu'on ingère sans s'en rendre compte, pour traduire. Donc il y a quelque chose de problématique, et quand la psychanalyse est instrumentalité par le discours capitaliste, elle n'est plus la psychanalyse. C'est le principe de la distinction des discours, il me semble. Mais par contre, c'est une vraie question, il me semble, sur les champs d'action des psychanalystes, sur ce que Freud appelait l'extension du champ de la thérapeutique, puisque finalement, ce qu'il n'avait pas prévu, Freud, dans ce texte-là, c'est que les psychanalystes deviendraient psychologues. Je crois que c'est ça qu'il n'avait pas prévu. Et que sur les divers lieux de pratique en institution,
diverses de soins, etc., où les questions se posent. Et c'est de savoir, en effet, comment on ne dilue pas une pratique analytique, y compris quand on s'y présente comme psychologue. Ça, il me semble que c'est quelque chose qui a été à penser sur l'action, les actions, le champ d'action des psychanalystes, parce qu'il y a aussi toutes sortes beaucoup de livres, enfin, des clinistes qui sortent en généralisant à l'ensemble du sujet dit contemporain, ce qui relève de cliniques extrêmement particulières, qu'il mériterait de penser autrement que justement avec une théorie. Je pense que j'en travaille avec les toxicos, avec le SDF, avec dans cette situation sociale et politique complexe, où je peux travailler, d'ailleurs, où j'y travaille, et où j'ai vraiment pas besoin d'une théorie du déclin pour écouter, parce que justement, vraiment, ça empêche d'entendre. Et justement, ça brouille les cartes des positionnements dans le discours. Il me semble que ça, je pourrais... voilà, je voulais souligner ça. Et puis alors, le dernier point sur le style. Oui, mais c'était... oui. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Jacques. Tu as dit que... Non, c'est madame qui a parlé du style. Oui, mais je croyais que tu lui avais répondu. Mais je suis vraiment sourd. Hein, non, mais la question du style, c'est une question que l'effet a posteriori de l'analyse sera examiné dans la table ronde suivante. Alors on prend une deuxième série de questions. Et dites votre nom. Hein? Kamel El Yafi. Voilà, alors c'est une question qui porte, enfin Marie-Jean Sauret a développé de façon que j'ai trouvé pour ma part satisfaisante un certain rapport qu'on peut instituer, qu'on peut saisir entre l'époque que définit, si on veut dire, le stade actuel du capitalisme et ce que vous avez amené comme, après Lacan comme forclusion de la castration, c'est observation qui au moins montre bien qu'il n'est pas idiot de mettre en rapport le social, la politique, avec ce que peuvent être les manifestations du sujet à un moment donné. Je ne vois pas comment ce type d'observation peut ne pas entraîner certaines implications sur la pratique de la psychanalyse. Bon, il faudrait sans doute essayer de voir quelles seraient ces implications. Et bien entendu, je ne pense en aucune façon que ce type de diagnostic devrait modifier quoi que ce soit dans l'éthique qui est celle de la psychanalyse ou dans l'orientation qui est celle de la psychanalyse, voire même dans les catégories cliniques qui sont celles de la psychanalyse, psychose, névrose et perversion. Néanmoins, moi je suis assez dérangé par un certain type de discours où le fait de signaler la forclusion de la castration, ce que le capitalisme fait des noms du père, etc., est désigné comme position nostalgique. Je trouve que c'est une position qui est une position de censure, hein, qui empêche de penser. Je pense qu'on peut tout à fait faire ce genre d'observation clinique sur le social et le politique, et à la fois ne pas être dans une position de type nostalgique. C'est tout à fait possible. Bon, je dis ça parce que c'est une question qui s'adresse à Jérémy Salvadero, parce que vous avez beaucoup utilisé le terme de nostalgie dans vos interventions. Je suis par exemple pas du tout persuadé qu'il y ait ce type de nostalgie. C'est Roland Gori par exemple, je n'en sais rien, mais je trouve que le contenu de ces énoncés n'implique pas forcément ce type d'analyse. Alors, je voudrais finir en vous posant juste cette question. Lorsque dans les noms du père, Lacan parle de la dégénérescence catastrophique, dit-il, des noms du père, s'agit-il chez Lacan d'une position nostalgique?
Daniel Cardassi. Bon, alors il y a... Bon, juste après. Hein. Moi, je me demande si on n'est pas dans un après du discours capitaliste et s'il ne serait pas urgent de revisiter ce qu'a pu formuler, théoriser Lacan sur le discours capitaliste. Parce que je pense que le discours néolibéral n'est pas le discours capitaliste, enfin, qu'il serait important de bien distinguer les choses. Alors bon, ça fait un petit bout de temps que, excuse-moi de te couper un peu la parole, ça, de toute façon ça va peut-être apporter une réponse et à Kamel Eliafi et une question posée aux deux intervenants, plus particulièrement à Jérémy Salvadero, qui a introduit, je crois me souvenir que c'est vous avez introduit la question des borderlines. Hein, non, alors c'est l'autre intervenant. Mais enfin bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que pour moi c'est une vraie question, et c'est une question, oui, politique ou sociale en tout cas, sociale et politique. Quand Lacan, justement, Marie-Jean Sorès, c'est dans un contexte, c'est dans Les Non-Dupes, à un endroit où il parle il manque aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui, c'est la dimension de l'amour, et et là, dans ce contexte-là, il dit que nous avons affaire à des nommés à une fonction. Alors, ce qu'il appelle ces nommés à une fonction, si vous voulez, ce sont des sujets qui sont, comment dire, qui sont moins déterminés par la fonction du semblant paternel, mais plus par le social. Et donc ils sont nommés à une fonction sociale. C'est plus le trou du symbolique qui va jouer, mais plutôt le prêt-à-porter des fonctions sociales tout en toc, comme par exemple une femme de ménage qui devient employée de surface. Bon. Donc ma question c'est une vraie question, c'est une question clinique que j'ai à me poser dans ma propre clinique. Est-ce que c'est nommé à, parce que je trouve ça très, très fort ce qu'il dit Lacan, c'est dans le contexte, hein, Kamel, c'est par rapport à la dégénérescence catastrophique des noms du père d'ailleurs, qu'il amène aussi cette question. Est-ce que ce sont ça les borderlines ? C'est important qu'on puisse qu'on puisse mettre des mots sur ce qui se présente dans la clinique, parce que à partir de là, on a un concept opératoire. Je pense que, bon, à votre avis, c'est nommé à, qu'est-ce que vous en faites? Voilà, c'est ma question. Puis il y a quelqu'un derrière. Bon, Dimitri. Donc, je reviens sur la question parce que quand même, Marie-Jean, tu ne m'as pas répondu. Parce qu'en fait, tu as répondu à côté, bon, c'est bien, mais la question c'était, je n'ai pas parlé de la demande d'amour, j'ai parlé de l'amour comme signe de changement de discours. Et en fait, au fond, c'est pas comme ça en général l'amour du transfert. C'est parce que ce matin on parlait quand même à un moment il se passe quelque chose. C'est ça qui a été dit. Et bien justement, la question c'est qu'il y a un moment où il se passe quelque chose. C'est le changement de discours qui peut être un moment d'introduction, enfin d'entrée dans la cure. Et donc la question portait sur ça. Quant à la question de l'amour comme signe, j'aimerais bien que tu me dises où Lacan parle de l'amour comme signe du réel. Parce que, enfin, y a deux choses. C'est-à-dire que, il me semble que la question de l'amour par rapport au réel, c'est dans le sens où l'amour laisse la chance à la castration. Mais quand Lacan parle de l'amour comme signe, si mes souvenirs sont bons, c'est dans le séminaire 20, il parle de signe de sujet. Et il dit même qu'au fond, il s'agit de sujets, il parle de rapports d'inconscient à inconscient, en quelque sorte, à un moment donné.
L'amour comme signe du sujet. Donc en fait, c'est pas la question de l'amour en général, ni de l'amour, ni de l'amour en tant qu'exclu par le discours capitaliste, fort clos, mais il s'agit de ce moment naissant où il y a un changement de discours. C'est juste ce moment-là. Donc c'est par rapport à ça, je réitère la question, si tu as envie de répondre, sinon ça ne fait rien. Sinon, trois petits points. J'espère que ce n'est pas une menace. Alors, moi, je vais rajouter une question sur tu as évoqué le nouvel amour. Tu as repris la question de la rectification subjective dont Pierre avait parlé ce matin sur la rectification subjective, est-ce qu'elle a à voir avec rectifier quelque chose qui porte sur la récusation, c'est-à-dire la récusation. Ce matin, Pierre a évoqué un point que l'analysant ne veut pas aborder, qui fait un point de butée. Et est-ce que, en début d'analyse, en fin d'analyse aussi, c'est ce point-là, c'est du côté de la fin de l'analyse, cette récusation, est-ce qu'elle est mise en question par une rectification subjective? Est-ce que ça peut être quelque chose de cet ordre-là? Et est-ce que ça peut faire bascule et faire surgir un nouvel amour? Alors, je vais répondre sur... alors, d'abord sur la question de la nostalgie, je voulais pas considérer que tous ceux qui parlent de la forclusion de la castration sont des nostalgiques. Sur des axiomes que j'ai essayé de mettre en avant, et notamment dans l'écart qu'il y avait entre ce que Freud notamment déjà repéré et ce qui se disait maintenant, dans ce moment-là, sur les énoncés que j'ai emmenés, je trouve que là, il y a quelque chose de l'ordre de nostalgie qui empêche de positionner justement l'analyste. Il se trouve aussi que cette forclusion de la castration par le discours capitaliste, elle revient beaucoup dans ces discours-là, mais pour servir ce discours plutôt que pour l'éclairer, il me semble. Alors, sur la dégénérescence catastrophique, évidemment, c'est un peu difficile de discuter quelque chose quand j'ai pas le texte sous les yeux. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que ce dont il parlait du côté de la dégénérescence, c'est la dégénérescence d'un discours à l'autre. Et il me semble qu'il parlait de la dégénérescence du discours analytique en discours universitaire dans les institutions analytiques, mais je le fais de souvenir. Il me semble que ça resserrait ça et pas quelque chose qui serait étendu à tout le social, même si d'une certaine manière il a aussi souligné à d'autres moments que le discours universitaire était prédominant. Il dit à l'époque actuelle, et c'est là d'ailleurs où il fait le rapport avec ce que Frédéric Saldès vient de souligner, à savoir le nommé A, où le social est préféré, il y a une préférence, dit-il, pour le social par rapport au nom du peuple. Oui, oui, absolument. Dit l'époque actuelle. Je reviendrai au texte, je vous dirai. Je crois que c'était tout pour ce qu'on avait posé. Oui, je ne sais pas trop. Il y a donc de vraies questions. C'est en général celles qui n'ont pas de réponse. Je vais dire un mot moi aussi dans la nostalgie. Vous entendez? Non. C'est mieux là. Non, parce que Michel Boson, qui n'est pas dans le champ de la psychanalyse, quand il évoque Charles Melman,
il met ça au compte d'une nostalgie du passé. Alors, c'est pour ça que je l'ai évoqué. Mais, et c'est vrai qu'il y a eu des modalités introduites par certains auteurs qui consistent à dire il faudrait remettre du père symbolique là-dedans, ou bien même qui ont été quelquefois jusqu'à penser qu'une société patriarcale, ça avait finalement du bien, etc. Bon, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la psychanalyse, je veux dire, quand on parle de ça. Je ne sais pas comment dire ça, pour dire les choses un peu carrées, quand on parle du monde contemporain. Si on examine le monde contemporain comme une sorte de discours avec ses signifiants, sa logique, ce que j'ai essayé de faire à ma façon, c'est-à-dire un discours dans lequel le discours analytique n'est pas présent, ne sont pas présents de demandes d'analyse, ne sont pas présents des psychanalystes, il n'y a pas de surprise à ne rien trouver d'analytique là-dedans. Je veux dire, c'est le problème, nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans ce monde contemporain, quand s'introduit l'offre du psychanalyste, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on est d'accord. Alors, c'est vrai que le nom Méa, mais le nom Méa, c'est une grosse question introduite par Lacan, puisque moi, je le trouve qu'elle fait pièce. C'est quelque chose, en tout cas, qui témoigne du fait que la fonction pétrelle n'est pas à sa place. Alors, je ne sais pas, après, si ça veut dire qu'on a affaire à quelque chose qui est sur le versant de la psychose. En tout cas, si on confond la fonction paternelle avec le nom Méa, il y a quelque chose qui ne va pas du point de vue, si c'est du côté analyse, ben du point de vue de la direction de la cure, et si c'est l'analysant qui se range sous là où il est nommé, eh bien les effets, je ne sais pas comment dire ça, s'évalueront diversement. Parce qu'après tout, il y a des psychotiques celui-là, tu essayes de le... l'identification conformiste. Si tu trouves des je crois que la l'amènes. clinique, là, il faut interroger la clinique. Je vais le laisser là. Attends, ne le mets pas là. Je ne saurais pas spécialement... Je trouve que la référence quand même est précieuse de voir que le nom Méa vient après l'effacement de la question de l'amour, dans la référence que vous avez rappelée. Ça c'est un peu... Ça répond un petit peu peut-être à l'envers à Dimitri Sakellariou, sur le fait que c'est pas un changement de discours, c'est un effacement de la possibilité des discours du fait même de l'effacement de l'amour lui-même. Parce que s'il n'y a pas d'amour, je veux dire, le discours capitaliste, c'est un discours quand même dont on a l'impression qu'il se soutient parce que les autres discours existent. Parce que les autres discours, au fond, parce qu'il y a encadré, parce que le discours analytique existe à côté. Tout seul, j'ai l'impression qu'il ne se soutiendrait pas. S'il était dominant, je ne sais pas ce que ça donnerait, cette espèce de truc pour le sujet. Bon. Mais enfin, si un psychanalyste s'y réintroduit, je pense que ça pourrait être... Excuse-moi. Plus précisément, dans ce passage chez Lacan, dans les noms du père, effectivement, le nom Méa vient après l'effacement de l'amour, de cette notion de l'amour du père. Oui. Ah oui, bon. Mais je dis l'amour. Cette fonction que j'appelle l'amour du père, il y a besoin comme fonction dans ce passage. Alors après, je ne sais pas comment te répondre, Dimitri, parce que dans la référence du séminaire 20, Lacan ne dit pas grand-chose, sauf que il s'appuie sur ce poème pour dire, il dit d'ailleurs deux choses, à chaque changement de discours, le nouvel amour, mais il dit aussi à chaque changement de discours, il y a un avènement de discours analytique. Donc je crois qu'il faut tenir ça. Moi je le garde plutôt comme question, j'ai l'idée de continuer à développer les choses. Après tu me demandes des références précises, je peux te les donner, je te les donnerai. Je crois que ça figure... je crois qu'il y a un long passage dans la télévision sur par quoi l'amour, ce n'est pas le sens qui compte, mais bien le signe comme ailleurs, c'est même là tout le drame. Et un peu plus loin, je ne sais plus où c'est, le réel fait, où il parle que c'est de cet insensé de nature, le réel fait son entrée dans le monde, à partir d'une soi, tout compris, la science, la politique qui encoince l'homme alluné, avec un grand thème, l'homme de la modernité qui est coincé par ça, par cette question du signe de l'amour. C'est-à-dire il en fait quand même, c'est un peu fouillis ce que je dis là,
parce qu'il faudrait retrouver les passages, mais j'ai marqué les dates, je n'ai pas marqué les références précises. Il me semble qu'une partie vient de télévision. Bon, mais écoute, nous poursuivrons cela tous les deux. J'espère que les points de suspension n'étaient pas une menace. Hein, c'est pour continuer à discuter. Bon, bien, merci, merci à Jérémy Salvadero et à Marie-Jean Sauret pour ce... Bon, Jérémy, j'ai pas posé de questions, mais et maintenant, c'est Dominique Texier, Isabelle Morin et Frédéric Saldès.